Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Ruben Taïb, qui va nous expliquer comment lancer des campagnes d'influence LinkedIn. Déjà, je suis trop content de te voir ici, Ruben. On s'était vu 2-3 fois, etc. On s'était un peu croisés. Et là, on avait fait un petit contenu ensemble. Donc, c'est cool. Déjà, comment tu vas? Bah écoute, ça va hyper bien. Et toi, est-ce que ça va? Bah franchement, ouais. Pour rien te cacher, je reviens du Brésil, là. Il y a pas longtemps, on est passé un mois avec nos associés au Brésil, ouais. Donc, trop cool. Donc là, c'était pourquoi tu es allé? On y est allé en mode séminaire. On taffe de là-bas. Et puis, ça a plutôt bien marché. Il y a des copains qui sont passés et tout. Donc, ça t'a fait pas mal. Et aussi, on a pu bien profiter de l'endroit. Donc, c'était assez cool. Et là, je suis de retour sur la petite grisaille parisienne. Mais bon. Là, il y a mon Velux là qui est en train de mourir, genre tellement il y a de la pluie derrière, genre c'est horrible. Ça tape dessus, quoi. Trop bien. Du coup, ouais, ça va, moi, très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas déjà, vu que tu es quand même assez présent sur LinkedIn, et du coup, pour ceux qui nous écoutent? Bah, déjà, pendant les soirées, à chaque fois, tu sais, on se tape des barres avec des potes parce que ouais, t'es connu, nanani, nanana. Et genre, à chaque fois, je trouve des gens qui me connaissent pas. Et en vrai, c'est très drôle parce que tu te rends compte que LinkedIn, c'est un espèce de microcosme avec des gens qui sont hyper connus, hyper connectés et avec tu sais, tu les ranges sur une hiérarchie, genre lui, ouais, c'est le best de ça, lui, c'est le best de ça. Et en dehors de cet écosystème, bah, genre, va acheter ton sandwich, en fait, parce que dans un hôtel 5 étoiles, tu rentres pas avec sur un tapis rouge. Donc déjà, je m'appelle Ruben Taïeb et pas Taïb, Taïeb. C'est horrible autant pour moi. Parce que genre reprendre les gens sur un prénom, c'était horrible. Et un jour, on a fait un call et la nana, elle finit le call en disant Ruben, tu vois. Et elle a passé le call à dire Ruben. Et j'étais en mode genre, ok, bah, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Elle va m'appeler Ruben, c'est comme ça. Je m'appelle Ruben Taïeb. Aujourd'hui, j'ai une agence qui s'appelle Le Cocon, qui est une agence spécialisée dans les campagnes d'influence B2B sur LinkedIn. Je viens de la lancer, pour être honnête. Moi, ça fait depuis mes 18 ans, j'ai créé ma première boîte. J'ai créé un e-commerce qui vendait des accessoires téléphoniques. Ça avait pas hyper bien marché. Ensuite, j'ai bossé chez The Family. Alors, j'étais The Femme de ménage. Je rangeais les poubelles, je pliais les chaises, je passais le micro. Tu vois, j'invitais les mecs. J'étais à l'accueil. Et en fait, je me suis fait un réseau énorme. Et un jour, je travaillais dans une agence de référencement naturel. Et puis, j'ai commencé LinkedIn. Et en 6 mois, j'avais déjà percé le truc avec plus de 30 000 abonnés. Et les gens ont commencé à me demander comment est-ce qu'on faisait. Et puis, j'ai commencé à vendre mon temps à 100 € de l'heure. Et ça a tout de suite pris. Et donc, dans la foulée, j'ai quitté mon taf et j'ai commencé LinkedIn. Puis, il y a eu le Covid. Et là, LinkedIn est devenu, tu vois, il y avait plus de restaurants, il y avait plus de voyages possibles, il y avait plus de salons professionnels. Donc, en fait, tout le monde était sur LinkedIn. Moi, ça a explosé. Je commençais à bosser avec des boîtes de folie, des énormes boîtes comme des indépendants, mais vraiment beaucoup de personnes. Après, on a fait beaucoup de communication 100% au début en LinkedIn, donc on faisait tout. Après, on a fait un focus sur de l'ADS. Après, ça marchait pas, j'ai pivoté, j'ai fait un focus sur du développement commercial avec automatisation. Ça marchait plus parce que LinkedIn a mis des limites. Du coup, j'ai pivoté vers de la formation, formation commerciale, communication, optimisation de profil, mais toujours focus sur LinkedIn. Et du coup, c'était très cool, mais en fait, la formation, c'est très spécifique comme marché. J'y reviendrai. Et puis ensuite, j'ai fait du ghostwriting parce que c'était un peu à la mode aussi et qu'il y avait pas mal de demandes sur ces sujets. Et là, en fait, le ghost, récemment, j'ai fait un pivot où en fait... je kiffe bien l'influence. J'ai une vision très particulière de l'influence B2B aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, genre, c'est tout ce que j'aurais dû
toujours faire. Et donc voilà qui je suis. Je suis un expert LinkedIn qui a toujours la pêche, toujours cool. J'adore échanger avec les gens. Je parle avec plus de 80 personnes par jour. Et puis voilà. Hein. Je suis papa d'une petite fille de 10 mois et je suis un mari complet. Voilà. Trop cool. Trop bien. Bah, en vrai, ça se voit que t'es passé du coup par 4 milliards de chemins pour arriver jusqu'à l'influence au final, mais toujours autour de LinkedIn. Donc c'est trop cool. T'as quand même une vision assez globale. T'as grandi avec. Est-ce que tu peux me démystifier justement un peu ce nouveau terme, hein, campagne d'influence sur LinkedIn? On n'entend pas du tout, en tout cas très peu parler. C'est un truc qui commence à naître. Les influenceurs LinkedIn, ça fait quand même quelques années. Les gens commencent à prendre la parole, mais parler de influence, on est un peu au tout début. Est-ce que tu peux démystifier un peu ce terme-là et puis après nous expliquer comment tu mettrais toi en place une campagne d'influence? Ok, déjà il faut connaître les acteurs qui sont en place aujourd'hui. Les premiers acteurs, c'est les créateurs de contenu. Moi, quand j'ai commencé LinkedIn il y a 4 ans, il y avait des créateurs de contenu. Il y en avait je sais pas, une cinquantaine peut-être en France, tu vois. Aujourd'hui, on est plusieurs centaines, voire même on est proche du millier de personnes. LinkedIn également a fait un pas en avant sur la création d'un programme qui s'appelle LinkedIn for Creators, qui théoriquement accompagne les entrepreneurs créateurs de contenu sur la plateforme pour on sait pas vraiment, donc je crache un peu sur le programme, mais pour le moment c'est un peu de la merde. Mais en tout cas, il y a ce programme qui a le mérite d'exister. Récemment, il y a le Top 200 Favicon qui est sorti, qui est une boîte en fait qui fait du logiciel et qui s'est servi comme stratégie d'acquisition de créer un top décorrélé de LinkedIn, hein, donc c'est en privé. Et donc ça aussi, ça a fait pas mal parler de l'influence. Mais si tu veux, on était 30 donc il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est plusieurs centaines. Et l'influence sur LinkedIn, c'est très particulier. Déjà, pour comprendre, c'est que on est sur un marché B2B et la plupart des marchés auxquels les créateurs s'adressent, c'est des marchés de niche. Donc, en gros, pour commencer, on est similaire à de l'influence en B2C. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre B2B et B2C. Le principe est le même. C'est-à-dire que tu es une marque, donc une entreprise, une institution ou autre, tu fais appel à des personnes qui ont déjà capté l'attention d'une audience pour, au travers d'eux, délivrer un message. Et après, ton message, il peut avoir plein d'objectifs différents, etc. Mais le principe, c'est j'appelle Ruben Tayeb parle de mon entreprise et Ruben Tayeb me permet d'obtenir des rendez-vous, des ventes, de la visibilité, etc., du recrutement, etc. Donc ça, c'est un peu le principe. Après, l'influence B2B, elle est vraiment au début. C'est-à-dire que ce qu'on appelle influence B2B, c'est faire appel à des influenceurs pour parler. Déjà, premièrement, les créateurs ne se sont pas encore vraiment trouvés parce que la plateforme, fort heureusement ou malheureusement, dispose que de très peu de fonctionnalités qui te permettent de faire des partenariats avec des boîtes, parce que jusqu'à maintenant, c'était une CVTech. C'est en train de transformer en plateforme de création de contenu parce que LinkedIn a capté que l'acquisition qui se font en permanence sur du recrutement, ça amène des gens sur la plateforme, mais ce qui les fait rester, c'est le contenu. Et donc, en fait, ils ont capté que la rétention, c'était les créateurs. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de mettre le paquet pour mettre en avant les créateurs. Aujourd'hui, un profil LinkedIn a pas du tout la même gueule qu'il y a 4 ans. Hein. Il y a 4 ans, tu mettais ton CV et c'était tout. Hein. Il y avait rien d'autre. Le plus gros créateur aujourd'hui sur LinkedIn, en tout cas en termes de nombre d'abonnés, et ce que j'appelle un créateur, voire même un influenceur, c'est quelqu'un qui accepte des partenariats rémunérés sur son réseau social et sur son profil, c'est Youssef Koutari. On pourrait dire que c'est, Michel-Édouard Leclerc, mais en réalité, il accepte pas de partenariat rémunéré. Donc en fait, pour moi, c'est pas un influenceur, c'est pas un créateur, c'est un chef d'entreprise. Et après, tu peux être chef d'entreprise et influenceur. C'est le cas de Youssef Koutari qui a plus de 350 000 abonnés, qui vient de dépasser en termes de nombre d'abonnés Michael Aguilar, qui était le roi incontesté depuis moi que je suis arrivé, donc depuis plus de 4 ans en tout cas. Et donc tu peux te dire, le plus gros, il a 350 000 abonnés. Sur Instagram, c'est Kylian Mbappé, le plus gros français, il en a quasiment 100 millions, tu vois. Donc en fait, on parle même pas du tout des mêmes audiences et on peut dire que sur LinkedIn, on est carrément au début de ce qu'on appelle l'influence marketing ou l'influence B2B. Donc voilà, c'est à peu près ça, c'est faire appel à des entrepreneurs et en fait la vision sur le sujet, elle est assez claire, c'est que si aujourd'hui Youssef Koutari, il a 350 000 abonnés, il y a à peine un an, il en avait 80 000. Donc si on suit cette courbe de progression,
progression, on peut être amené à ce que les influenceurs aujourd'hui ou les créateurs de contenu LinkedIn, qui sont des entrepreneurs qui galèrent à gagner 2 000 € par mois de chiffre d'affaires, vont progressivement capter une audience de plus en plus importante. On peut prétendre que plus tard, d'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans, en fait, ces audiences seront décuplées, on fait x10, x50, x100, et donc intéresse fortement les marques B2B qui aujourd'hui, à part de la publicité, ou des salons professionnels, ou du mailing, ou d'autres, n'ont pas cette puissance-là. Et en fait, l'avantage de LinkedIn, c'est que on est sur du B2B, donc en fait, on a créé un lien avec sa communauté qui est généralement une communauté hyper qualitative, qui démarre sur de la recherche d'emploi, mais qui peut finir sur du président de la République, tu vois. Et donc t'as pas cette puissance-là en B2C, tu l'as en B2B. C'est très difficile pour un B2C de faire de l'acquisition, pour un B2B de faire de l'acquisition sur Instagram. Donc sur LinkedIn, c'est vraiment en train d'émerger. Donc le principe il est simple, c'est que tu appelles un influenceur et tu lui dis en gros voilà, j'ai ça comme produit, j'ai ça comme objectif, qu'est-ce que je peux faire. Il y a des agences qui existent déjà sur le marché, donc il y a moi qui conçoit et déploie des campagnes d'influence. L'avantage c'est que je suis un créateur, donc en fait je vois très très bien comment on challenger déjà la stratégie et la proposition des influenceurs, mais aussi des marques et leur dire comment faire. Mais il y a de très belles agences comme la première qui a été Les Années Folles de Clifford et Julien Morisson, et il y a je crois Le Pinceau de Valran, Sixtine Moulet-Berthaud. On a aussi Linker de Mathieu Pimor. C'est Primor ou Pimor? À chaque fois, j'inverse. C'est Pimor, je crois. Et il y a une autre boîte aussi d'influence de Hugo Benz. Et après, t'en as plein d'autres, tu vois, qui font déjà de l'influence et du coup qui se permettent de proposer ça comme presta. Mais les 5 gros acteurs, on va dire, c'est nous aujourd'hui sur le marché. Donc voilà à peu près le spectre de l'influence. Et donc en fait l'avantage c'est que tu as des chefs d'entreprise sur des sujets très pointus qui vont parler d'une solution ou d'une problématique, comme toi par exemple Alexis. Toi t'es focus sur du growth. Donc en fait demain il y a un drop contact où il y a un Lusha ou je sais pas un Casper ou tu vois une app en fait que tu vas make, tu vois des choses que tu utilises, des outils que tu utilises, Zencaster qu'on utilise pour enregistrer. Ils vont t'appeler en te disant je voudrais faire un partenariat avec toi. Pour aller créer des campagnes qui vont toucher ton audience et nous apporter à la fois de l'amélioration de la marque employeur, des opportunités commerciales, des opportunités de RP, donc vraiment relations presse, des passages dans des médias, des clients, des inscriptions à des webinaires. Enfin, ça peut être, tu vois, t'as 1000 objectifs différents que tu peux apporter. Et donc le principe il est simple, c'est que ces personnes qui sont hyper pointues sur un sujet maintiennent une ligne éditoriale hyper efficace qui te permet de toi en tant que marque de te marier avec, ok, et de faire parler ta marque. À la différence du monde du B2C où en fait tu vas vendre des produits, des consommables ou des événements vraiment B2C, LinkedIn ça marche pas trop sur de la conversion. En tout cas, moi c'est mon positionnement et depuis des années. Ceux qui vraiment convertissent aujourd'hui, si on compare le temps passé vs le gain, tu vois, en termes de développement commercial, honnêtement, on n'y est pas. Tu vois, moi, si je rapporte le nombre de leads vs le temps passé sur LinkedIn, je suis à un lead généré pour 160 heures, tu vois, donc c'est pas rentable. Par contre, LinkedIn, et après avoir discuté avec, tu vois, j'ai référencé dans mon agence chez Cocon plus de 200 créateurs de contenu de tout type de niches différentes. Ça va de la cybersécurité en passant par la banque et assurance, en allant sur du marketing, du growth, tu vois, ça va très très loin, de la langue, l'éducation, enfin vraiment un peu tout. J'ai remarqué qu'on est quand même dans le B2B, dans des relations qui sont complètement différentes avec l'approche de Magali Berda avec l'influence. On est dans une logique qui va être celle de ton audience n'est pas débile. Et c'est vraiment cette phrase-là, ton audience n'est pas débile. Tu t'adresses à des personnes qui ont des postes à responsabilité, qui ont quand même une éducation, une formation qui est efficace. Et donc en fait, elle comprend quand tu fais un post qui est sponsorisé. Et donc, ce qu'on te demande, c'est pas de faire de la sponsor en mode, hey, regardez, ce stylo, il est magnifique, ou cette crème de beauté, achetez-la, tu vois. On te demande en fait de te marier avec quelque chose dans lequel tu crois, avec des valeurs auxquelles tu crois, avec un outil et un produit que tu utilises, et vraiment
après avoir discuté avec pas mal de marques et d'influenceurs ou créateurs de contenu pour le moment, leur objet, c'est on n'a pas envie de se transformer comme ce qu'ils font sur Insta ou sur TikTok ou sur Snap. Et donc c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on rentre dans une ère où en fait l'influence évolue énormément et on est face à là je viens de signer 2 contrats sur des sujets de marques qui s'associent à des entrepreneurs sur du long terme, où en fait tu vas pas faire une publication mais plusieurs. Et donc cette logique là de partenariat, elle va plus loin que juste du one shot d'influence, et ça c'est à mon avis un modèle qui va un peu ressurgir du B2B, ou pour convaincre quelqu'un, il lui faut au minimum 7 points de contact. C'est une étude qui est parue de Microsoft. Moi, je te dis honnêtement, je sais pas combien, mais il en faut bien plus. Quand je vois que des mecs me contactent après 3 ans, je pense qu'à raison de 1 ou 2 posts par jour, il m'a fallu plus d'1 millier de points de contact avant de les convertir. Mais en tout cas, on assiste tous aujourd'hui à l'émergence, par le fait que les créateurs de contenu augmentent leur nombre d'abonnés. On assiste à cette émergence de création de contenu et d'influence B2B, dans lequel LinkedIn aura son rôle de cadrage aussi et d'apport de valeur, en nous permettant de pouvoir faire autre chose que juste des simples textes ou des images ou des carousels. Peut-être on aura d'autres fonctionnalités plus sympas, plus faciles. Et donc voilà. Je sais pas si c'était bien, mais je pense que j'ai fait un Super peu le tour. clair. Non, mais en vrai, c'est nickel. T'as réussi à bien mapper, à bien nous replonger dans l'écosystème. Et en vrai, c'est super intéressant ce que tu disais, tu vois, sur les créateurs de contenu et le type de partenariat qui commence à se faire. En fait, c'est pas du tout la même philosophie. Et même en tant que créateur de contenu, les gens ont du mal aussi à passer ce cap, à se dire, est-ce que je fais rentrer un sponsor, est-ce que ça va être mal vu? Si je fais rentrer un sponsor, c'est plus sur du long terme. Ce côté de devoir croire absolument à la solution, parce qu'on va vraiment jouer sur la côté, est-ce que moi j'utilise l'outil, est-ce que je suis aligné avec les valeurs, est-ce que ça a du sens pour moi, ça va être des choses qui vont être indispensables, j'ai l'impression, tu vois, pour des créateurs de contenu sur LinkedIn, Ouais. parce qu'on est quand même assez exposé, il y a la vie pro, tu vois, le business aussi qui tourne autour de ça. Et du coup, imaginons qu'on se mette à la place d'une entreprise. Aujourd'hui, je suis une entreprise, j'ai envie de faire une campagne d'influence LinkedIn. Comment je vais penser la chose? Est-ce qu'il va falloir que je réfléchisse à ce que je veux mettre en avant comme fonctionnalité ou comme offre chez moi? Est-ce qu'il faut que je fasse un budget? Quelles sont les premières étapes, si tu veux, en tant qu'entreprise, pour faire justement une campagne d'influence sur LinkedIn? Déjà, moi, je tiens à dire que je gère des campagnes en tant que chef de projet et que je mets en relation au final les bons influenceurs avec les bonnes marques, et des deux côtés. La première des choses qui est importante, c'est que quand on cherche à faire une campagne, il faut déjà définir un peu dans quel cadre et dans quel spec ça va s'inscrire. Si on cherche à vendre un produit, faire parler de sa boîte, faire du recrutement massif, tu vois, quel est l'objectif in fine qu'on va pouvoir traquer et disposer. Bon, ça, généralement, les boîtes, ils ont l'habitude, hein, ils savent très bien faire des campagnes d'influence, ils en ont déjà fait parler d'eux, et c'est un peu comme de l'ads, tu vois, faire de la publicité. Ensuite, il y a 2 façons de faire. Soit tu te rapproches d'un concepteur ou d'une agence comme le Cocon, le Surligneur, je crois que c'est le Pinceau d'ailleurs. Ils ont 3 entités, le Crayon, le Surligneur et le Pinceau. Les Années Folles, Linker ou Hugo Benz, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc tu nous demandes tout simplement, voilà, j'ai envie de faire une campagne. Et en fait, nous, notre travail va démarrer en tant qu'agence. Je vais le décrire juste après. Soit tu te dis, j'ai un sujet, je vais contacter les influenceurs, je vais voir ce qu'ils me proposent. En amont, il faut s'assurer toujours d'avoir un produit qui va véhiculer aussi une bonne, le bon message et surtout un beau message. C'est difficile de faire une campagne avec un produit qui est éclaté au sol, tu vois. Genre, si ta landing page, elle est pas travaillée, si t'as pas de design, enfin, tu fais de la com, tu vois. Et là, pour le coup, partager du beau, c'est genre hyper important. Moi, c'est mon premier truc que je vois quand les boîtes me contactent, c'est en gros, est-ce que la marque, au-delà de même si les mecs sont à Dubaï ou pas, tu vois, est-ce qu'il y a de l'impact ou pas, c'est vraiment juste, est-ce que c'est une belle marque?
est-ce que la proposition de valeur, elle est smart, tu vois? On a fait une campagne avec Oliver List, mais qui font du lead à la performance. C'est-à-dire, toi, t'as pas de commerciaux, mais tu veux quand même des rendez-vous qualifiés avec des cibles B2B. Bah, tu les appelles et ils envoient des mails et ils te filent les rendez-vous. Tu fais le rendez-vous, tu payes. Tu fais pas le rendez-vous, tu payes pas. C'est uniquement la performance, il y a zéro. Et tu vois, quand ils m'ont approché, ils m'ont dit on veut faire une campagne. Moi, je sais que j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent chez eux et donc, en fait, le produit fit et vraiment. Donc ça, il y a déjà le premier conseil de aller voir, rapprochez-vous des agences pour savoir si le produit est smart ou pas. Ensuite, il y a la deuxième sélection, c'est le choix de l'objectif. Est-ce que c'est une campagne qui va viser à faire recruter du monde? Par exemple, Free demain fait une campagne pour recruter 450 personnes. Bah, ils ont plein de choix disponibles et en l'occurrence l'influence. Ensuite, ça peut être du développement commercial aussi, ou ça peut être juste de la notoriété. Tu vois, Alexis, demain, t'as envie de promouvoir ton podcast, bah, tu mets un billet chez quelques influenceurs, ils parlent de ton podcast et du coup, tu as tout de suite une envolée des écoutes, etc. Et ensuite, une fois que tu as le choix des influenceurs, tu as donc le choix du produit, le choix des influenceurs. Tu vas te rapprocher des boîtes. Nous, par exemple, pour aller choisir des influenceurs ou des créateurs de contenu, on va regarder surtout s'il n'y a pas de concurrence avec les créateurs et surtout est-ce que les créateurs s'adressent aux cibles que je veux toucher. Si tes cibles, c'est des PM, donc des product managers, et ben sur LinkedIn dans la barre de recherche, tu tapes product manager, tu regardes l'influenceur avec qui tu as envie de bosser, tu regardes combien il y a de PM qui sont abonnés à Ruben Tayeb, tu vois. Si on a 13 000, tant mieux, tu vois. Et si le mec il parle de PM et qu'il en a 350, bah tu sais que ça va pas être le plus efficace, tu vois. Donc déjà il y a le choix des influenceurs. Regarder sur un profil LinkedIn quand tu vas sur un profil LinkedIn, regarder sur le nombre d'abonnés, ouais. Là, non, ah ouais, ok, d'accord. Pas directement sur le profil LinkedIn. Tu vas d'abord, pas directement sur le profil LinkedIn, en fait, tu vas d'abord taper dans la recherche le nom du poste, de ta cible, dirigeant, animateur, peu importe. Et après, tu as une option abonné à. Donc, tu vas sélectionner abonné à Ruben Tayeb, par exemple, et tu vas voir tous les dirigeants qui sont abonnés à Ruben Tayeb. Si aujourd'hui, tu vois, je tape CEO, je prends un exemple, moi j'ai 70 000 abonnés. Si je tape dans LinkedIn la barre de recherche CEO pour voir combien il y a de CEO qui sont abonnés à moi, bah je sais que je vais pouvoir sélectionner les personnes, l'abonné de Ruben Tayeb par exemple, et ensuite quand j'affiche les résultats, bah moi je sais que sur mes 70 000 abonnés, il y a environ aujourd'hui 28 000 CEO. Mais ça veut rien dire, tu vois. Ça se trouve c'est CEO, tu vois, eux-mêmes, quoi. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais en tout cas, tu peux voir ça et ça te permet déjà d'avoir un premier tri. Ensuite, il faut voir t'as un outil qui s'appelle l'outil créateur. C'est une application Google Chrome. Donc, tu tapes Google Chrome Favicon, qui est une application par Favicon qui te permet de noter les influenceurs. Et en fait, dans cette note d'influenceur, depuis un profil LinkedIn, tu as le taux d'engagement, le nombre d'engagements moyens par poste, le nombre de posts moyens qu'il fait dans le mois. Tu vois, tu as pas mal d'informations qui te permettent de savoir si c'est quelqu'un qui est pertinent ou pas. Par exemple, s'il publie pas au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, bah tu sais que ça va pas être un type intéressant pour prendre dans une campagne, tu vois. Bah, et à contrario, si le mec il a 40 000 abonnés mais qui fait un average like, donc en gros un nombre moyen d'interactions sur ses posts à genre 3 ou 4, bah laisse tomber, en fait tu vas pas le payer pour juste avoir parlé de ta marque et faire 0 like. Donc il faut des gens qui sont quand même déjà en place et qui sont là depuis longtemps et qui communiquent depuis un moment. Problématique, c'est que tu peux pas les trouver sur LinkedIn. T'as pas d'option pour trouver des influenceurs. T'as les créateurs de contenu Top Voice, tu vois, où là t'as des Top Voice avec le petit N bleu, tu vois. Mais même ça, t'as pas de liste. C'est-à-dire que t'as des listings de tel ou tel truc, mais c'est pas les meilleurs. Genre Youssef Koutari, il a 350 000 abonnés, c'est un putain de créateur et j'adore ce qu'il fait. Et même si c'est de la motivation, et même s'il poste 9 fois par jour, et même s'il travaille pas la qualité, bah en fait il a une authenticité folle et il a un taux de conversion folle et bah il est pas listé. Donc avant que tu le trouves, il y en a, tu vois. Donc en fait t'es obligé de passer par des agences qui ont déjà listé en amont ces personnes.
Et ensuite vient le qu'est-ce que je communique, comment je communique, et en fait ça c'est un peu comme le ghostwriting, tu vois. Quand je rédigeais des publications pour des dirigeants, moi j'ai tous mes concurrents qui m'ont appelé et qui m'ont dit je comprends pas, mes clients partent, comment tu fais, t'es incroyable, waouh. Et en fait je leur demandais mais vous comment vous faites, et il y en avait genre 0 qui utilisaient mon process, soit t'interviews les personnes. Tu lui demandes juste qu'est-ce qu'elle veut dire, quoi. Et en fait, t'as ton contenu. Après, c'est à toi de le mettre en beauté et en forme. Et en fait, la créa, c'est un peu pareil pour les influenceurs. C'est soit t'as déjà un dispositif dans lequel tu veux intégrer ces créateurs et influenceurs, soit t'as pas de dispositif, soit t'as pas de dispositif, et dans ce cas-là, tu vas avoir les créateurs qui vont te proposer des stratégies. Ok ? Concrètement, aujourd'hui, t'as 5 grandes stratégies pour faire appel à des influx. Ou des créateurs. Je dis influenceur, même si le mot il est galvaudé, parce que un créateur de contenu, c'est un mec qui crée du contenu. Pour moi, un influenceur, c'est à partir du moment où le créateur, il a déjà monétisé, tu vois. Et dans ce cas-là, s'il est capable de monétiser son propre contenu, bah là, c'est plus intéressant. Il est juste galvaudé parce qu'il y a plein de gens qui ont vendu de la merde pendant des années. T'as 5 strats. Soit tu te dis déjà, je vais aller sur du nano, nano micro, jusqu'à 10 000 abonnés, et tu te dis, ok, let's go, je prends 10 000 abonnés, 5 000 abonnés, 3 000 abonnés, et en fait, je le fais en one shot. Tiens, Alexis, publie-moi ça. Je te donne un brief, donc tu définis en amont déjà quel message tu veux passer, quel message tu veux passer, à qui tu veux t'adresser, qu'est-ce que tu veux définir comme objectif, etc. Tu donnes ça au brief, tu donnes le brief à l'influenceur. L'influenceur te dit, ok, je vais te créer tel strat, soit un post, 2 posts, 3 posts, et tu payes. T'as une autre strat qui va dire, bah, je vais aller voir un plus gros créateur ou influenceur, et je vais dire, bah, je vais faire la même chose, one shot. C'est-à-dire, tiens, fais-moi un post sur moi. Et après, t'as encore le 3e sujet où là, tu te dis, bah, moi, je veux un niveau de prod. Donc, par exemple, quand tu bosses avec moi et que tu me dis, bah, moi, je veux, je sais pas, j'ai 100 000 euros de budget, je veux faire une méga vidéo dans laquelle il y aura les créateurs, bah, du coup, je vais allouer, imaginons, une partie du budget de 30 à 40 000 euros pour la création de la vidéo et le reste sur l'achat d'espace chez les créateurs. Donc, c'est les 3 grandes stratégies, moi, que je détermine un peu sur LinkedIn. C'est soit tu fais un POC avec un petit, soit tu fais un POC avec un gros, soit tu fais un POC avec un petit ou un gros, peu importe, mais avec une grosse prod derrière de contenu. Et en fait, la stratégie qui est un peu miroir et qui est celle qui est favorisée par à la fois les entreprises et les créateurs, et après avoir parlé pas mal avec eux, c'est celle du long terme et du partenariat et de l'ambassadeur. L'idée, c'est pas de faire appel à Alexis, par exemple, sur un one-shot pour qu'il parle de folk. On s'en fout de parler de folk une fois. Les mecs vont dire, ah ouais, c'est cool, il va avoir un peu de trafic, etc. Mais on le sait, sur LinkedIn, il faut plusieurs points de contact. Et donc, en fait, si t'en parles qu'une fois, tu vas pas vendre tout de suite la solution et les gens vont pas comprendre. Donc en fait, dans la marque, son intérêt, c'est de choisir avec délicatesse le bon influenceur qui dispose de la bonne image pour associer la notoriété à la crédibilité. La notoriété, c'est le nombre, la crédibilité, c'est la qualité. Donc tu peux utiliser plein de mots, légitimité, crédibilité, autorité, voilà, notoriété, visibilité, peu importe. Mais en tout cas, t'as vraiment ce curseur à placer en permanence dans ton choix d'influenceur entre un niveau haut d'autorité et un niveau haut de notoriété. Je préfère, par exemple, je sais pas, moi, si je fais de l'investissement, choisir 4-5 mecs qui ont 2000 abonnés, mais qui disposent d'une communauté hyper engagée et avec des postes à haute responsabilité, que un mec qui a 100 000 abonnés, mais en fait, qui s'adresse à toute la masse, et qui, je sais, va pas me faire autant de chiffre d'affaires que ce que je veux faire, ou qui va pas recruter les bonnes personnes, et les bons profils, tu vois, ou au contraire, qui va parler de ma marque, mais ce sera pas hyper qualitatif. Une fois que t'as travaillé avec ces influenceurs, donc t'as le système long terme. Là, on vient de signer 2 contrats qui étaient du long terme, c'est-à-dire vraiment mois par mois avec une stratégie de 1, 2, 3, 5 posts par semaine dédiés à la marque avec une mention de la marque et une histoire autour de ça parce que c'est réel. Tu vois, t'as des personnes qui font pas beaucoup de chiffre d'affaires, tu leur apportes sur un plateau d'argent une prestation comme ça, bah ils peuvent ils peuvent faire en fait du contenu ad vitam aeternam et être payés pour ça. Tu vois, donc ça c'est trop bien. C'est comme toi demain si t'arrives à monétiser ton podcast, en fait t'en fais plein, tu vois, et tu fais quasiment que ça et en fait tu deviens un vrai créateur de contenu /influenceur.
Et en fait, notre rôle aussi là, en tant qu'agence, c'est de penser produit, de penser influence et de penser futur. C'est qu'est-ce que tu veux que LinkedIn raconte aussi. Parce que c'est toi qui vas donner à manger à ces influenceurs et c'est les influenceurs qui vont commencer à communiquer. Sauf que sur LinkedIn, on le sait tous, t'as la communauté la moins fidèle du monde. À partir du moment où tu commences à un peu les prendre pour des teubés, ils disparaissent en 5 minutes. Et comme les gens travaillent dans des boîtes pour majorité, bah, ils osent pas aller interagir avec du contenu parce que, bah, tu sais que sur LinkedIn, quand tu interagis avec du contenu, les gens voient ce que tu vois. Donc, je dirais que l'étape d'après, c'est une fois que tu as déterminé avec qui tu veux travailler et la façon dont tu veux travailler, soit ça vient de l'agence, soit ça vient du créateur, bah là, c'est le contenu. Et en fait, la créativité qui est liée au poste, bah, c'est l'influenceur et c'est le créateur qui va l'impulser, tu vois. Moi, on est venu me voir en me disant, ah, t'as pas une strat à me proposer. Et je lui dis, bah, non, en fait, genre, moi, je peux te faire la plus belle des strates, mais celui qui va vraiment connaître son audience et sa communauté, c'est l'influenceur. Donc, faut même pas te prendre la tête avec cette créa. Sauf si tu fais du cross quand t'as des énormes budgets où là, t'as, tu vois, des espèces de rebonds inter-plateformes, inter-territoires d'expression. Tu vas avoir du print, tu vas avoir, tu vois, des affiches dans la rue, tu vas avoir du cinéma, tu vas avoir un plan média hyper large. Ça, tu peux. Bah voilà, une fois que c'est fait, bah tu te mets d'accord avec l'influenceur, combien de posts, qu'est-ce qu'ils vont dire, la ligne édito, où est-ce que tu vas placer ton tracking de liens, comment tu vas traquer les retombées, voilà. Après, mon conseil, c'est toujours d'aller vers des trucs un peu gratuits, création de communauté, webinaire ou marque employeur ou notoriété, tu vois, ou recrutement, parce que dès que tu commences à être trop pushy dans la vente, à part Kevin Dufresne, j'en connais pas beaucoup, tu vois, qui font des ventes à 500 balles tous les jours sur un simple message LinkedIn. Et surtout, il faut trouver la meilleure et la plus forte proposition de valeur. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir la conversion après sur LinkedIn. Je suis d'accord avec toi. Souvent, ça va être pas mal de notoriété, de awareness, tu vois, c'est un peu de la demand gen. Hein. C'est un peu le truc qu'on voit en ce moment qui est que bah, t'as l'outbound, t'as l'inbound, mais ça, c'est un peu... ça va devenir un peu obsolète et t'as la demand gen qui va arriver, qui est bah, de seulement avoir le côté... j'informe, je suis top of mind en fait dans la tête des personnes qui sont sur LinkedIn par exemple. Donc drop contact, paf, elle te prend 3-4 influenceurs, tac, elle devient top of mind. Et du coup, une personne qui a le besoin d'enrichir ses contacts va directement contacter drop contact, mais la vente est faite déjà à 80%. Tu vois, il y a juste besoin d'un petit 20% d'un sales qui va le conseiller, si tu veux, pour lui dire, et encore, il n'y a même pas de sales, c'est directement en SaaS, tu vois. Du coup, ça va pas mal parce que je trouve que ça rejoint pas mal cette stratégie-là et qu'au final, les taux de conversion, ils sont difficilement mesurables. Tu peux traquer, je pense, des visites, etc. Mais après, ça va être compliqué de voir directement l'impact sur le chiffre d'affaires et comme tu dis, c'est une question de touch point. Donc, ce sera plus sur du moyen long terme que tu auras ces résultats. Trop cool. Bah, en vrai, c'était super intéressant, Ruben. Tu nous as filé une bonne méthode. Déjà, si je suis influenceur, plus si je suis une entreprise et que je veux faire appel à une agence. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis? Moi, c'est ma petite question de fin. Un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Ça dépend qui c'est qui t'écoute. En gros, tu vas avoir des growth et des entrepreneurs. Franchement, il y a un truc que j'ai remarqué qui est très très vrai chez les growth, chez les entrepreneurs, c'est que beaucoup de gens disent que LinkedIn c'est une mine d'or, mais c'est faux. LinkedIn, ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui se fatiguent. Les mêmes qui étaient sur LinkedIn automatisation gagnaient des millions d'euros. Aujourd'hui, ils font du GPT-4, tu vois. Et en fait, c'est des opportunistes qui viennent dans une vague. À contrario d'une évolution business que tu peux croire, tu vois, moi typiquement c'est pas des vagues que j'ai suivies, c'est juste une évolution business naturelle sur LinkedIn et parmi elles il y a eu des personnes. Je pense que c'est important de se dire à un moment donné cash is king et c'est horrible ce que je vais dire mais dans vos actions au quotidien et dans les actions moi personnellement que j'ai faites, je me rends compte d'un point, c'est que quand on dit il faut être focus, faut être surtout focus par genre faire du cash. Et les gens qui font pas de cash, ils disparaissent. Donc en fait, en tant que créateur de contenu et en tant que entrepreneur ou grosse,
le premier truc qu'il faut driver, c'est systématiquement la conversion et le cash, tu vois, et pas genre la fame. Et donc, faut pas trop tomber là-dedans. Sauf que y a un truc qui est aussi important, c'est qu'on est au début de LinkedIn. Et quand je dis au début, c'est que même si ça fait 4 ans, je pense que pour les 20-30 prochaines années, sauf s'il y a un concurrent qui va débarquer comme Insta avec Facebook, bah il y a que LinkedIn. Et donc moi je voulais envoyer un message de love à tous les créateurs. Continuez, persistez, trouvez votre chemin, lâchez rien. Même si vous n'avez pas de résultats aujourd'hui, vous n'avez pas de likes, c'est pas grave. Dans un an, vous en aurez. Concentrez-vous sur l'essentiel, la qualité de votre contenu, l'échange avec les autres, apportez énormément de valeur. Et autrement dit, parce que c'est un peu un terme aussi galvaudé, bullshit, approchez-vous, échangez avec les autres personnes, genre créez de la sympathie, créez des relations. Créer des groupes WhatsApp dans lesquels vous vous échangez des tips, vous vous voyez régulièrement aller au resto, etc. Mais je pense que partager des contenus aujourd'hui, c'est essentiel sur LinkedIn. Quand on est un entrepreneur et quand on est un créateur ou peu importe, et que genre, si vous tenez suffisamment longtemps, je pense que d'ici 5 ans, votre vie, elle sera genre complètement différente et on va assister aux premières personnes qui peuvent vivre de ça H24 et faire que du contenu et travailler en fait principalement sur de la créa avec beaucoup plus de moyens que ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois, ça c'est une de nos ambitions avec le Cocon, c'est de fournir un peu comme les années folles, un studio pour que les gens puissent enregistrer leur podcast, un studio pour que les gens puissent filmer, tu vois, vraiment un espèce de hub de création pour LinkedIn, ce que LinkedIn devrait faire mais ne fait pas. Et donc voilà. Trop bien. En vrai, c'est un très beau mot de la fin et surtout beaucoup de force. T'as raison pour les créateurs de contenu. Faut y aller maintenant. Et ce que tu dis, en vrai, ce que je trouve ultra vrai là dans ce que t'as dit à la fin, c'est les rencontres que tu vas faire et ta vie va changer dans 5 ans. C'est vrai, tu vois. Parce que au-delà de la partie création, c'est du partage. Tu rencontres plein de gens. C'est incroyable. Et surtout, ça t'ouvre les horizons qui sont folles. Trop cool. Bah, merci à toi, Ruben. Merci pour ces doux mots de la fin. Je te dis à très vite et prends soin de toi. Ouais. Salut tout le monde, ciao. Salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.